Hey Mathieu, t'es de retour? Oui! Je suis content! Seigneur, je m'étais ennuyé. Ben oui. Puis là, moi, je laisse souvent la chance, étant donné qu'on est officiellement en 3, mais tu sais, on n'est pas juste nous deux. Ouais. Et moi, je reviens toujours. Hein, je stick tout le temps ici. Et ben, je laisse un peu le choix, que ce soit à toi ou à Frank, là, de m'amener un réalisateur qui souhaite, parce que vous en faites moins que moi. Ouais. Donc, je dois quand même approuver, ça doit me tenter. Mais là, t'es arrivé avec Bong Joon-ho. Oui. On va faire attention dans tout l'épisode parce que pas juste son nom, mais des fois des noms d'acteurs, d'actrices. Pas toujours évident. On s'en excuse. On va essayer de pas trop massacrer ça. T'es arrivé avec ce réalisateur-là? Oui, réalisateur coréen que j'apprécie énormément. En fait, on est allé voir Parasite ensemble au cinéma. On a vécu un moment ensemble. Je savais pas à quoi m'attendre, mais on en reparlera. Mais oui, c'était le fun. On en reparlera. Toi, t'avais-tu vu? C'est le premier que j'ai vu. C'est le premier. Tu n'avais même pas vu Snowpiercer? Non. Je connaissais l'existence de ces deux films, on va dire américains, mais en anglais, là, majoritairement. Mais je ne les avais pas vus. Donc, même si son nom ne me disait rien, moi, je suis cinéphile depuis longtemps. C'est une passion, mais j'avais énormément à rattraper avant la pandémie et ce que j'ai remédié à la situation en masse. Mais ouais, c'est ça, des fois, des réalisateurs qui étaient très hot, surtout les réalisateurs étrangers, dans les années 2010, je les connaissais pas, tu sais. Non, c'est ça. Ça se rendait peut-être moins facilement à nous avant. C'est un gars qui a commencé son premier film à la 2000. Ouais. En fait, ça fait 21 ans qu'il est là-dedans. Il y a juste ses 7 films en 21 ans. Il prend quand même son temps. C'est lui qui écrit le scénario aussi. Fait qu'il y a peut-être ça. Il faut qu'il trouve l'idée. Ouais, puis c'est pas des films simples, là. Non, c'est ça. Mais moi, c'est un gars... moi, c'est Snowpiercer qui m'avait mis sur le radar avec Monsieur Captain America, qui ça, je pense que c'était pas produit américain, mais c'est un monsieur dont on ne peut plus prononcer le nom. Qui était là-dedans. Weinstein. Tous ces films sont produits en théorie coréens. C'est juste que... pas Okja. Je pense que c'est une coprod parce qu'il y a Plan B qui est Brad Pitt. La production de Brad Pitt qui est là-dedans, mais d'après moi, il y avait une coprod, il y avait comme 4-5 compagnies là-dedans. Là. Mais sinon, c'était tout le temps produit coréen. Moi, c'est là que j'ai eu sur le radar. Mais les anciens, j'avoue que j'avais pas... j'entendais parler Mother, The Host. On entendait parler, surtout The Host, si on aime un peu le cinéma d'horreur, c'est un truc qui revenait un peu là, de cinéma coréen. J'entendais The Host, mais en même temps, c'était pas nécessairement facile de trouver de manière légale les choses. Ce qu'on a tous fait. Mais moi, je suis pas bon avec ça. Fait que je sais pas comment faire. Mais ouais, fait que toi, dans le fond, là, tu avais vu Parasite avec moi, mais après ça, tu les as plus retapés. Ouais, moi, j'étais à l'Arculon. Après ça, j'ai redescendu. Pour le dernier que j'ai vu, c'est son premier. Mais je les ai tous vus 2 fois en plus, en un court laps de temps. 2 fois en 2 ans. Sauf le premier qu'on va aborder assez vite. Mais ouais, c'est ça. Ça n'a pas été long. J'ai même pas attendu qu'il gagne le score. Là. C'est au moment où on a vu le film. J'imagine ça devait être en novembre 2019. Ouais, j'imagine, parce qu'il avait gagné la Palme d'Or à Cannes en mai. Fait que d'après moi, ça sort comme à l'automne. C'est ça. Puis les Oscars, ça présente comme en février-mars 2020. Exact. Juste avant la pandémie, les Oscars. Fait que ça, d'après moi, c'est en février. Fait que pendant ce 3-4 mois-là, j'ai tout rattrapé quasiment. Parce que j'étais comme ce que je venais de voir, j'en revenais pas encore. Fait que je voulais le découvrir plus. Puis je voyais bien là, les cotes, les reviews, peu importe. C'était très haut. Là. Il est très estimé, il est très aimé. Fait que... Écoute, juste pour mentionner aux gens, on va en reparler plus tard de Parasite, mais c'est ça. J'ai la Palme d'Or à Cannes. Ouais. Et le premier film en langue étrangère a gagné meilleur film aux Oscars. C'est gros, là. Parce que les Oscars, tu peux dire, c'est politique souvent, la votation, tout ça, mais le fait qu'il gagne à Cannes et les Oscars dans le même... C'est-tu arrivé? Je voulais checker, j'ai oublié d'en regarder. Écoute, je ne sais pas, mais le doublé doit être assez rare, je te dirais. Ça. Si c'est pas la seule fois, ça doit pas être arrivé si tant souvent. Ça, je peux te le confirmer. Non, c'est ça. De par la votation, c'est pas pareil, parce que Cannes, ça reste un jury...
qui est nommé pour cette année-là. Ouais. Qui est très paritaire, aussi diversifié dans les postes que les gens occupent et dans les nationalités. Oui, c'est ça. Tu as des réalisateurs, des acteurs, des scénaristes peut-être des fois, mais ça donne 2 styles de votation. Puis tu te dis, ben là, c'est 2 styles de votation différentes qui ont nommé ce film-là. Ça veut dire quand même quelque chose, même si les prix, c'est pas tout dans la vie. Là, ça donne quand même une idée là-dessus. Mais mettons, si on parle de Bong Joon-ho, comme qu'est-ce qui te vient en tête en premier? Mettons, tu veux le décrire. Tu dis, Bong Joon-ho, c'est quoi? Hey, vite de même, là. C'est une pogne, hein? Ouais, c'est un peu une pogne, mais on vous revient. Non, mais je me disais peut-être à quel point sa mise en scène sert le scénario. Je dirais ça vite de même, là. Toutes ses décisions sont réfléchies, ont un impact, font du sens, permettent d'en savoir plus sur les personnages. Un peu comme un David Fincher, tu sais, qu'on a abordé ici au podcast. Ils ont comme un parcours, pas nécessairement un parcours, mais des films qui peuvent se ressembler dans le genre, mais aussi dans à quel point les deux sont minutieux aussi. Oui, je dirais Bong est peut-être moins flash que Fincher. Mais Fincher, c'est pas tant dans le flash non plus, mais il y a des petits moments peut-être un peu plus typés. Bong, c'est ça, c'est que souvent, c'est pas tant spectaculaire, mais c'est efficace. Ouais. L'efficacité, là, j'ai appris par la suite là, que c'est quelqu'un qui ne tourne pas trop. Il tourne ce qu'il a besoin. Fait que ça doit être un gros travail de pré-prod. Là. Je pense même que son monteur est sur le set à côté de lui. Ça se peut. Puis il fait de l'assemblage pendant le tournage. J'avais vu un masterclass, je sais pas, mais c'était un truc, une entrevue avec lui, là, une longue entrevue. Puis il parlait de storyboarding. À quel point, lui, c'est comme... C'est tout, là. C'est tout, hein. Puis c'est le storyboard. Ces storyboards sont ultra trop prêtes. Mais parce qu'il dit sinon, je fais que de l'anxiété. Ah ouais, hein? Si j'ai pas mon storyboard, puis il suit à la lettre. OK. C'est extrêmement précis. Puis même, il y avait une couple d'acteurs sur Snowpiercer, là, John Hurt. Ed Harris. Il en a parlé beaucoup, entre autres. Oui, c'est ça. Puis il y a une couple, puis il était là à quel point comme, il est arrivé comme prête, puis c'était... Tu vas là, tu tournes de même, tu fais ça. Mais il dit, tu sais, des fois, ça peut tuer un peu l'énergie. Des fois, mais avec lui, c'est que c'était tellement clair qu'est-ce qu'il veut raconter, puis pourquoi ça, qu'on était comme, OK, man, on y va. Puis c'était rassurant, là, il était comme trop... c'est ça. C'est hyper focus, hyper précis dans son cadre, parce que son but, c'est de couper le moins possible puis de faire le moins de plans possible pour raconter l'histoire. Fait que ça arrive souvent, là, des longs takes, pas nécessairement des longs, des super longs, mais il va couper le moins possible dans l'espace. S'il est capable de le faire dans un plan, dépendamment comment les personnages sont placés. Il va bouger sa cam aussi. Il va bouger la cam, il va avancer, mais il va éviter de couper, puis de déplacer, puis juste faire des spins de caméra sans arrêt. Puis j'avais vu quelqu'un qui montrait justement la différence entre une scène d'interrogatoire dans Memories of a Murder, qu'on va revenir plus tard, puis un film américain, je ne sais même pas, avec Sam Jackson. Okay. À quel point... Tu sais, c'est ça, le Bong Joon-ho, c'était un plan, on a toute la patente, tout le va-et-vient, le jeu de pouvoir, comment les personnages sont placés, puis dans l'autre, il y a à peu près comme 14 cuts, juste pour... Le gars, il pose une question, puis l'autre, il dit oui. Tu as 14 cuts, puis c'est de gros plans, puis... Mais t'as pas cet effet-là de jeu de pouvoir qui se passe dans le cadre. Oui, c'est ça. Le film américain que tu parles, ou comme bien des films américains, ils vont sûrement juste prendre une shot sur l'accusé, peu importe, il va faire toutes ses lignes dans différentes échelles de plan. On revire la caméra de bord, l'enquêteur recommence, puis on les fait toutes. Puis au montage, on verra bien. Je ne dis pas que c'est tout le temps ça, mais lui, c'est pensé avant. C'est pas comme le monteur, c'est pas le réel. Là, non, exactement. Mais moi aussi, c'est pas mal ça, l'efficacité. Mais sinon, je pense que c'est la mixité des genres de films. Ouais. Et comment fucker nos attentes. Oui, bien là, c'est sûr. Oui, tout à fait. Puis même dans la même entrevue, il parlait justement de... Parce que tout le monde dit, tu mixes les genres, l'horreur, la comédie, le thriller, comment, tu as-tu une réflexion là-dessus? Puis il fait comme, je l'avais en anglais, là, mais il dit, I never intended to mix genres. Ouais. It's just happened.
parce que c'est pas comme il s'assoit pas en disant OK, là, je vais faire un thriller ou une comédie qui va virer en thriller. Ouais. C'est même pas ça. Lui, il dit je pense juste à une histoire qui est cool. Puis il pense juste aux actions. Puis il dit moi, c'est le même j'écris. Il y a une action. Je trouve les personnages comme qui ils sont pour réagir comme ça. Ouais. Après ça, il développe. Mais il dit moi, c'est juste une suite d'actions qui fait que c'est une même, mon cerveau est de même, ça passe un peu léger, puis à un moment donné, ça twist, mais c'est pas comme ah ouais, là, il va, tu sais, je veux changer ça, puis prendre les codes du genre, puis le virer de bord. Je pense qu'il l'a assimilé, tu sais, tout simplement. Il a juste écouté beaucoup de films, fort probablement. Beaucoup de Hitchcock. Oui, on peut y arriver exactement. Entre autres, comme bien du monde de sa génération aussi. On dirait qu'on se répète, mais c'est vraiment ça, dans son cas. Ben lui, il en parle tout le temps d'Hitchcock. Ouais. C'est ça. C'est même pas caché. Non. Puis ben des films en général aussi, là, il fait partie des cinéastes qui s'expriment beaucoup sur les autres films. Les vieux films qui ont l'air d'avoir une grande connaissance. Puis ça m'amène aussi à... Je voulais commencer un peu le podcast avec cette citation-là. Je pense qu'il l'a dit aux Oscars quand il a gagné, mais c'est « Once you overcome the 1-inch tall barrier of subtitles, you will be introduced to so many amazing films. » c'est ça. Puis c'est vrai, là, il y a tellement de gens qui s'arrêtent à ça, t'sais. Puis Parasite, j'arrêtais pas de le dire aux gens. J'étais comme, ce film-là, si c'était en anglais, tout le monde l'aurait vu. Je veux dire, c'est accessible. C'est un genre, là, puis c'est violent, mais ça reste que c'est ça, puis un Tarantino, je veux dire, ça va aller chercher un grand public, mais c'est en coréen. Une chance, ça a gagné des prix, mais sinon, ça n'avait rien gagné, ça aurait passé dans le beurre ici. Là. Oui, exactement. Ben, comme toutes les autres qu'on n'a pas vues jusqu'à maintenant. C'est ça. On embarque-tu dans les films? Là, on sent un énervement là, de parler. Ah oui, bien sûr. Barking Dogs Never Bite. Exact. Ça, c'est pas mal un film que j'avais jamais entendu parler. Non, moi non plus, honnêtement. 0-0. Écoute, je sais pas trop la vie qu'il y a eu de manière internationale, mais je pense qu'elle avait fait quand même un peu... c'est sûrement que ça a créé un petit buzz là, autour de lui. Quelques festivals, quand même pour un premier film quand même assez très solide. Mais je pense que ça vaut la peine, mais je pense pas... Tu sais, quelqu'un qui, pas comme nous, qui veut se taper la filmo au complet, c'est peut-être pas nécessaire. C'est plus un extra si vous avez écouté les autres, parce qu'il y en a juste 7. Fait que si vous j'ai écouté l'autre, j'ai écouté lui, allez-y, c'est parce que c'est quand même le fun, c'est super bien fait, super intéressant. On a tous ces balbutiements, là, tu sais. On voit qu'il y a des affaires qui maîtrisait, mais il y a des affaires qui étaient sur le bord là, de vraiment réussir, oui. Mais il y avait déjà son ton, là, l'espèce de... On flirte avec une comédie un peu noire, avec des affaires menées complètement pétées, mais... on s'était dit qu'on... Oui, on y allait avec le synopsis. Hein? On s'était dit ça avant l'épisode. On s'énerve trop. Mais encore là, ces synopsis, souvent, sont très minces. Ouais. Là, c'est l'histoire d'un gars. Je vais oublier le nom de tous les personnages, je pense. Je les ai pas notés. Mais écoute, c'est un gars qui sort de l'université, qui veut une job, qui aimerait avoir une job comme professeur. Ouais. Mais ça semble compliqué en Corée. Et puis ça a l'air très corrompu. Il faut comme... T'as un pot de vin, pot de initiation. C'est ça, essayer d'avoir ça a l'air compliqué. Et sa femme est enceinte. Et je pense que là, on a vraiment, c'est ça, quelqu'un qui est dans l'espèce de crise de je veux avoir une job, je veux comme être, c'est ça, vivre bien ma vie, mais qui est frappé avec un système qui est tout croche, corrompu, puis lui, il est juste pris là-dedans. Et vient beaucoup d'anxiété avec ça et beaucoup de frustration. Ouais. Et il va s'en prendre à des chiens. En fait, il y a un chien qui n'arrête pas de japper. Ça le rend complètement fou. Dans son building, tu sais. Dans son building. C'est comme plusieurs étages. C'est là que Bong Joon-ho habitait aussi. Ah ouais, ouais, ça fait du sens. Ah ouais, c'est facile ça. On va tourner chez nous. On va tourner chez eux. Et à partir de là, c'est ça, c'est comme un... Je ne veux pas trop en dire, mais, mais comme je te dis, c'est souvent mince. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui veut un job, puis qu'il y a un chien qui jappe, puis ça le rend fou raide. Exact. Aussi simple que ça. C'est le plus drôle de la gang. C'est celui où l'humour noir est le plus présent. Des fois, c'est un personnage. Il y a un peu le comic relief, le niais, le personnage plus slapstick. Ça revient souvent. Mais ça, on dirait l'ensemble du film est quand même cocasse. C'est pas
pas hilarant, c'est pas fait pour ça, mais c'est un peu... Moi, j'ai ri quand il tient le chien par-dessus. Oui, il y en a des bons, mais quand il pogne le chien dans la rue puis il saute par-dessus la clôture, on le voit derrière nous, pas en ce moment, mais ça me fait vraiment rire. Là. Il y a des bons bouts. Oui, mais c'est ça. Mais il y a quand même son début de critique de la société. C'est peut-être pas affiné comme ça a été après, là, tu sais. Non. Mais ça reste qu'il il est quand même soft dans son approche. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de plaisir. Ouais, moi aussi, pour vrai. Il y a des moments spéciaux. Il y a des moments où il y a des personnages qui arrivent, comme le concierge. Ouais, exactement. C'est qui donne lieu à des scènes un peu horreur. Ben, c'est pas trop, là. Ouais, c'est ça. Tu vois qu'il testait avec le... je veux tester comment jouer les attentes, mais les styles. Ouais. Et les tonalités du film. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très dur. On en a parlé souvent avec plein de réals, mais les maîtres, ben souvent, c'est ça qui arrive. Les changements de ton, ils réussissent bien à le faire, mais c'est pas quelque chose qui est facile à faire, de faire rire, d'arriver à quelque chose qui est plus dark. Un film d'horreur, un concierge qui a l'air de manger des chiens morts dans le sous-sol, qui raconte une histoire pas possible. C'est tous des personnages aussi assez outsiders dans ce film-là qui se rejoignent, là, qui sont, tu sais, le concierge, on me l'a dit, qui est très étrange. Tu as le personnage principal, on en a pas mal parlé, et la fille qui travaille dans l'immeuble est comme un peu tout croche, elle regarde la TV, rêve de faire un geste héroïque là, parce qu'elle voit des trucs aux nouvelles. C'est ça, mais c'est tout sur l'aliénation de la société, du travail, d'avoir... Ben, elle a une job, mais sa job, c'est comme un peu de répondre aux appels du monde qui habite, qui ont des problèmes dans l'immeuble. Mais ils rêvent tous de quelque chose de mieux. Oui. Même le gars qui veut tuer des chiens parce qu'il n'y a pas de job, mais c'est juste qu'il snap parce qu'il n'y a aucun contrôle sur rien. La seule fois qu'il peut avoir du contrôle, c'est essayer de tuer un chien qui le dérange. C'est complètement tordu, mais c'est comme la seule affaire qui reste. Puis la fille, ben, elle a un job qu'elle déteste, puis là, elle veut devenir... Tout le monde veut essayer d'améliorer son sort, puis c'est une base des fois de ces films. On veut passer tout de suite à Memories of Murder 2003, qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre, Come to See Me. Qui était l'adaptation d'un fait vécu. Un fait vécu. Je sais pas si ça se dit, l'adaptation d'un fait vécu. Ben oui, parce que là, je me mélange, je sais. Mais c'était-tu là-dedans que c'était marqué True Story, puis le True disparaît? Ah, peut-être. Dans le générique, l'ouverture. Je pense que j'ai écouté trop de films. Je suis mêlé, mais il y avait quelque chose de ça, l'espèce de... On met pas trop l'accent, tu sais. En Corée, il connaissait cette histoire-là, mais c'est pas... tu sais, ce qui est intéressant, justement, c'est c'est les personnages. C'est ça. Qu'on ne le sache pas, c'est vraiment pas important. Je te laisserai raconter. Dans le fond, exactement. C'est comme le premier serial killer comme identifié, confirmé sur le territoire en Corée du Sud dans les années 80 qui violait et tuait des jeunes filles les soirs de pluie, souvent. Oui. Et donc, on suit, nous, deux enquêteurs qui vont être suivis par un troisième, mais toute une équipe d'enquêteurs, en fait, avec le boss, puis t'as une enquêtrice aussi qui est vraiment bonne, mais est un peu tout le temps poussée, parce que c'est les boys qui sont vraiment chaotiques dans leur... Tu sais, c'est une critique aussi de ça, là, la masculinité dans un sens, mais ils sont tellement... désordonnés. Ils ont toutes des techniques différentes, mais ils se nuisent entre eux. Ouais. Ils bafouillent les scènes de crime. Ils effacent des preuves. Ils sont violents. Ça parle aussi de la brutalité policière. Je pense que là-bas, c'était un gros problème de martyriser, de brutaliser des suspects qui étaient souvent... pas les vrais meurtriers. Et des fois, souvent même sans défense. Mais souvent sans défense. Exactement. Des gens avec des déficiences, puis on les tabasse. Exactement, c'est le cas là-dedans. Et tu sais, quand on parlait de déjouer les attentes, ça l'est. C'est pas un film. Tu sais, avant que Zodiac arrive, là, mettons, t'avais Seven de Fincher qui était vraiment le classique. Ouais. Il y a un tueur en série, les policiers, on fait l'enquête, on découvre les affaires, on voit les scènes de crime. On assemble le casse-tête, puis là... là, on les voit, mais tu sais, on n'est pas sur check le cadavre, la tête est là. Puis c'est vraiment sur le processus, sur tout ça. Et justement, ça déjoue nos attentes, surtout nord-américaines, on veut des preuves, on veut savoir, on veut se rapprocher de c'est qui le tueur, mais le film, c'est pas ça. C'est zéro ça. Et c'est ça, la grosse critique aussi de la bureaucratie qui est...
boss qui arrivent, puis même les boss, c'est pas trop clair. Ça prend un gars de Séoul qui vient comme... Parce que là, c'est rural, tu sais, bon. On est dans la Corée profonde, très agriculture, très petit village. Ça, c'est quand même drôle quand le gars de Séoul arrive, il se fait mettre les menottes au poignet. Parce qu'il pense qu'il suit une fille, mais il voulait juste je m'en rappelle plus ce qu'il pense. C'est ça, il veut juste aider une fille ou je sais pas trop quoi. Puis la fille a eu peur. Elle a eu peur, puis là, t'as l'enquêteur du village qui arrive, puis il le prend pour un agresseur, alors que c'est le policier qui vient les aider. Ça montre tellement à quel point c'est du croche. Mais là, tu vois, c'est ça, la critique, le monde de la ville, avec leur belle manière. Les gars qui sont juste comme... qui sont contre ça, si laid. Puis tout le combat entre les deux, tout le temps, est parfait. D'ailleurs, le policier... personnage principal, qui est Kwang Oh-sung. C'est sa première collaboration avec lui. Ils ont fait, là, j'ai pas comme nom au moins. Il faut le dire à l'envers, j'imagine. Song Kang-ho. Kwang-ho, sûrement. C'est ça. C'est pas grave. Mais oui, c'est son acteur fétiche. Il a fait 4 de ses films. C'est ça quand même. Et un très grand acteur coréen qui a joué pas mal avec tous les plus grands. Il a gagné des prix partout d'interprétation. Il est incroyable. On va revenir à chaque fois, mais sa subtilité quand même dans le jeu, parce que il pourrait être plus caricaturé. Ce film-là aurait pu être plus grotesque. Là. Ça reste que lui, il joue un gars qui coupe les coins ronds avec son partner, puis même les boss. Au début, c'est un peu « on fait ça », puis la scène de crime, il est un peu, tu sais, il est un peu pisse, la première scène de crime, mais pas tant. Un tracteur qui passe sur une trace de pied qui est super importante. Il est fâché, mais... Pas tant. Non, ça gosse. C'est ça. C'est pas grave, on n'a pas besoin de ça. Parce que lui, il dit un moment donné, il dit « Moi, j'ai juste besoin de regarder quelqu'un dans les yeux, puis je le sais. » Oui, c'est ça. Tu te rends compte, c'est un peu plus tough que ça. Un petit peu plus dur que ça. Quand on arrive là-dedans... vraiment intéressant. Moi, j'ai adoré. J'ai vraiment trippé. J'avais beaucoup d'attentes, il faut dire aussi. Donc, j'avais comme peur que ça me déçoive. Classé comme le meilleur film coréen, tout ça. Mais là, petit bémol là-dessus. Non, mais je veux dire, il est dans le top. C'est définitif. Là. Moi, j'ai adoré. C'était même pas mon préféré de lui. On va y revenir, mais c'est close. C'est très serré. Je sais pas, j'ai déjà hâte de le revoir. Il y a beaucoup de choses. On vient de parler de son premier, mais 300 après, il est rendu avec une histoire tellement plus complexe, tellement de lieux, alors qu'il était tout dans le même building avant, mais en dedans de 3 ans, il a pris son envol. Là, je parle du réalisateur. C'est fou, là, en peu de temps, la différence des 2 films. L'autre, c'était bon, là. Mais là, il y a une grosse coche sur tous les plans. Ça, c'est super beau, un espèce de ralenti avec le son réel. Puis d'ailleurs, je me demandais, là, désolé ceux qui sont en audio, mais ma parenthèse est finie. On voit souvent, ils resimulent la scène de crime avec l'accusé. Devant public. C'est vraiment particulier. J'ai pas lu là-dessus. Mais... Moi non plus, mais c'est vraiment particulier. L'espèce de... Ils prennent la personne, une fois qu'ils pensent qu'ils l'ont, là. Ouais, quand ils font comme on a les preuves de ça, ils vont faire une reconstitution de ce qui est arrivé. Sur les lieux du crime. Sur les lieux du crime. Mais il y a tout le temps un public, j'imagine... Écoute, il l'a fait dans 2 films. Dans 2 films, ça doit être la ça, c'est en théorie une histoire vraie. Donc, c'est assez spécial parce que c'est très comme on monte, c'est comme on te met devant tout le monde. Montre ce que tu as fait. C'est vraiment troublant. Quand tu fais ça, c'est souvent amené d'une manière un peu drôlesque. Il y a comme un éventail d'émotions, mais vraiment intéressant aussi sa gradation de tension. Mm-hmm. Parce que ça part rigolo. Les policiers, on le voit, justement, ils n'ont pas de contrôle sur la scène de crime. Puis là, ça reste que c'est comme comique, mais plus ça va, moins ça l'est. On tombe de plus en plus dans... Même les inspecteurs qui, au départ, sont pas équipés. Ils comprennent pas comme... Mais tu vois qu'ils s'investissent puis ils sont comme vraiment comme... Ils deviennent obsédés. Par ce cas-là. Je pense qu'ils se font aussi une idée. Si ça correspond pas à leur scénario à eux, ils deviennent fous, tu sais. Mais vraiment, vraiment intéressant film. Memories of Murder, allez voir ça. Oui. Suivi de The Host, son Monster Movie, 3e film en 2006. Un petit peu plus classique, quoique
Quoique. Mais on a le retour de son acteur Song Kang-ho, qui là joue un père de famille, mais complètement. Il est pas fait dans les là, personnages. Il est clumsy, là, pas mal. Il est plus clumsy, mais il est souvent dans les personnages un peu loser. Là, on le voit là, en jogging avec sa fille. Il travaille pour son père, qui a un petit kiosque de bouffe sur le bord de la rivière. Je ne sais pas c'est quelle ville. Ann River. Ouais, c'est Ann River. Ouais, c'est là qu'il a grandi, Bong Joon-ho. Fait que je ne sais pas c'est quoi la ville. Okay. Et très rapidement, en fait, le film nous montre que, bon, c'est très, très rapide, l'espèce de... Il y a eu des trucs chimiques dans l'eau, des sauts dans les années, et on voit qu'il y a quelque chose qui se forme, une bébite. Et Monster Movie, un peu classique, la bébite arrive et crée un rampage. Ça crée un émoi. Et on va suivre cette famille-là, en fait, de ces personnages-là, le fils, parce que sa fille va disparaître à cause de la bébite. Ouais, exact. Et là, on va voir un peu la famille essayer de s'unir ensemble, essayer de la retrouver, mais comment tu la retrouves dans les égouts? Ils pensent qu'elle est partie dans les égouts, mais... Ils n'ont pas d'autres vraiment trucs. Fait que c'est un peu de naviguer là-dedans. Et ce qui est intéressant de tout ça, c'est qu'on défait toutes les attentes du genre de Monster Movie. Je pense que c'était Quentin Tarantino qui il avait parlé de lui, puis il a dit... il trippe sur ce film-là. Il trippe sur ce film-là, il trippe sur Bong. Puis il disait, tu sais, c'est comme il flirte avec le Spielberg coréen, tu sais. Okay. Mais The Host, c'est comme l'anti-Jaws, tu sais, un peu ce que Jaws a mis et que les films d'horreur mettent, c'est-à-dire d'y aller par gradation. On voit... Tranquillement, le monstre ou le méchant. Oui, c'est ça. Par activité paranormale, n'importe quoi. C'est tout le temps comme un peu de peur pour avoir un crescendo. Mais lui, c'est comme fuck it. Ça prend 13 minutes. La bébête est là en plein jour. On voit tout. Dans son ensemble. On la voit créer son rampage et après ça, tu fais OK, qu'est-ce qui se passe après? Tu sais? C'est ça qui est intéressant parce que même si là, je vous dis, bon, je vais révéler la twist de la 13 première minute. J'ai marqué 13e minute, la bébête arrive. Fait que je vous ai vendu le punch de la 13e minute. Après ça, il reste une heure et demie facile. Vraiment intéressant. Encore là, si on va se répéter, mais une grosse critique du système qui est pas clair, qui prend en charge, mais qui est... Oui, c'est ça. C'est ça. Ça parle de virus, ça parle de... Tu sais, le père qu'on a parlé, lui, il est isolé par les autorités, mais que les autorités sont aussi fuckers là-dedans. Mais lui, il veut retrouver sa fille, alors que tout le monde dit, ben c'est sûr qu'elle est morte. La bébite, on l'a vu, elle l'a pognée, elle est sautée dans l'eau, elle est partie. Elle l'a bouffée. Il dit non, elle est vivante, tu sais. Et c'est une critique aussi un peu américaine. T'as comme l'armée américaine qui est là. T'as des personnages américains. Oui, parce que tu avais une base, il y avait beaucoup de bases américaines en Corée du Sud à cause de la Corée du Nord. Les Américains sont là. Donc oui, il y a une grosse critique américaine, mais quand je dis qu'il fuck toutes les attentes, c'est que notre personnage principal, c'est le gars clumsy, qui n'a pas vraiment d'aptitude à rien. Puis même dans le début, dans cette scène-là, quand la bébête arrive, c'est quand même solidement une bonne scène d'action. Là, justement, c'est très bon. C'est là qu'on peut faire des liens avec la Spielberg. Il est très précis dans sa manière de montrer l'action, de suivre les plans de caméra. Et arrive un personnage américain qui arrive, qui pitch une rush. Je sais plus qu'est-ce qu'il pitch à la bébé. Il pitch comme un stop là, avec une base en ciment. Oui, puis c'est clairement comme... C'est un peu le modèle que normalement, ça devrait être lui, le héros. L'espèce de ex-soldat en vacances qui est comme... puis il est comme shapé. Il fait ça. Puis là, notre personnage coréen l'aide. Et finalement, c'est l'Américain qui se fait comme démolir. Là, OK, ce sera pas lui le héros. C'est pas il fuck déjà là toutes les attentes du genre. Cette séquence-là, superbe. Ouais. Et d'ailleurs, là, on a un truc d'introduction à l'utilisation du son. Oui, mais donc, le son de la bébite. Le son de la bébite, mais Bong Joon-ho, vraiment, moi, j'adore son travail du son. C'est une affaire qui, des fois, passe plus inaperçue. Devrait passer inaperçue, mais il y a des choses que je vais essayer de garder pour plus tard. Mais là, ce qui est intéressant, c'est son utilisation du je vais dire le non-son, pas de son. Quand, justement, il court avec sa fille. Ouais. Puis là, il y a comme un peu la débandade, tombe à terre. Et là, le son coupe. Tu sais, quand il la cherche, parce que là, il fait comme je l'ai perdu, il n'y a plus de son
quand on voit la bébite arriver, on voit sa fille, on voit la bébite arriver en arrière, il y a 0 son. C'est fou ça, parce que c'est ça, je me rappelle de ce plan-là, là, la fille au foyer en avant, la bébite qui s'en vient. À l'arrière, mais gigantesque, qui prend tout le reste de l'écran. Il n'y a pas de son. Aucun son. Et c'est un choix que tu fais, ben, ça amène tellement d'emphase, il n'y a plus rien. L'important, c'est de la voir, elle se lève, puis tu fais quand elle ne sait pas. Elle ne sait pas que la bébête s'en vient. Ouais. Il y a quelque chose de complètement effrayant et même émouvant à certains sens. Ouais. Parce que tu es comme fuck. Puis dans le fond, on s'imagine la caméra, c'est les yeux du père. On est comme impuissant. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire. La bébête s'en vient, c'est fini. Il fait ça souvent. Ben, là, c'était le plus. Évident. Là. Évident, mettons. Mais je vais reparler du son dans d'autres films. Ben, parlant de son, il y a le Willem Scream. Oui, on l'entend vraiment bien. Depuis que tu m'en as parlé, j'ai spot un peu plus. Lui, il est assez clair. Tu vois, moi, c'est celui-là que c'est mon moins... celui que j'ai le moins aimé. Mm-hmm. Mais... Tu sais, moins aimé veut dire... Oui, c'est ça. Dans les 7... On pense un peu pareil, je pense. Dans le sens que... Tu sais, parce que je ne me rappelle plus quel film, j'ai dit ça. En parlant de Dune, tu sais, je disais de Villeneuve, je disais, c'est celui que j'aime le moins. Puis là, le monde, il commence à le défendre. Je pas dit que j'ai détesté. Non, c'est ça. Je dis c'est le Villeneuve que j'aime le moins. Puis Villeneuve, pour moi, c'est tous des grands films. Oui, c'est ça. Mais pour moi, celui-là, j'aurais coupé un peu. Ça, c'est moi, je suis tout le temps resserré. Oui, mais moi, je trouve que c'est un réalisateur que c'est pas tant nécessaire de resserrer. Normalement, mais ce film-là, peut-être. Il y a un petit bout en milieu, j'ai perdu l'attention un peu. Je fais, OK. Puis ça revient, tu sais. C'est ça. Mais c'est le seul que ça m'est arrivé. C'est celui aussi que c'est un genre très clair quand même. Clair, fait que, tu sais, si t'embarques pas dans le genre, t'as beau aimer le film, si c'est pas ton genre qui te fait triper habituellement, il va peut-être pas aller scorer fort dans ton estime. Fait que c'est un peu ça, comment je me sens. Je l'aime beaucoup. Plein de belles affaires à dire dessus, mais tu sais, ça reste un monster movie, puis j'en connais pas d'autres qui me font triper. On va passer à Mother en 2009. Je vais y aller avec le synopsis. Donc, on suit une mère qui est prête à tout pour prouver l'innocence de son fils qui a une déficience intellectuelle. Il est lent, on ne sait pas trop exactement c'est quoi, mais tu sais... il a un peu côté un peu enfant. Oui, il est adulte, mais il y a un retard assez clair. Et t'as elle qui est une veuve assez âgée et qui, même s'il est adulte, son fils... Elle surveille, elle fait tout pour lui. Oui. Et là, il est accusé d'un crime, d'un meurtre. Donc, c'est un peu comme, on dirait... Mommy. C'est comme Mommy, pareil. Non, mais c'est l'inverse de Memories of a Murder. Ouais. Dans le sens que c'est l'autre point de vue des victimes, de la mère de l'accusé. C'est ça. Qui est une victime aussi, parce que... C'est ça, tout à fait. Elle essaie de prouver son innocence. Donc, voilà. Je trouve ça... On n'est pas pantoute, là. On ne suit pas pantoute les enquêteurs. C'est pas le même ton que Memories. On est vraiment ailleurs. Beaucoup plus émotionnel. Ouais. Moi, je pense que c'est son plus beau. Moi aussi, je voulais dire ça. Elle m'a vraiment touché. Moi, je m'a vraiment... dans cette gang-là, de ceux que j'avais pas vus, vraiment scoré fort pour moi. L'actrice dont encore là le nom m'échappe est excellente, la mère. Incroyable. Ça d'ailleurs, ça on ne le sait pas pour nous, mais c'est un anti-casting de la caster là-dedans. Okay. Parce que ça, c'était une actrice qui était très, très populaire à la télé, fait beaucoup de rôles télé, était souvent le rôle de la mère parfaite. J'essaie de trouver un équivalent au Québec, je sais comme j'ai aucune idée. Jeannette Bertrand, là, mais peu importe. Fait que là, il est passé de Jeannette Bertrand à Anne Dorval. Ouais, genre. Fait que là, elle a un rôle où elle va faire des gestes plutôt irréparables. Ouais, mais en même temps, elle a quand même elle a le cœur de maman. Elle a le cœur de... C'est ça, c'est de vouloir protéger son fils. Puis à un moment donné, ça doit être tellement dur. Mais tu sais, il y a quand même des échos avec Mommy. Oui, j'ai plein de moments. Je veux dire, c'est clairement pas du Dolan, c'est clairement pas ça. Mais l'idée de la mère monoparentale avec un fils à problème. À problème, oui. Là, on est dans deux styles différents, mais en même temps, c'est un peu ça, cette espèce de mon kid a des problèmes, est différent, fit pas dans cette société-là. Et je passe ma vie à vouloir le tenir dans un cocon puis le protéger de tout, mais de par sa nature, va se mettre dans le trouble. Mm-hmm.
y a quand même des parallèles. Et même Mommy, c'était quoi? C'est 2013. 2013, ouais, ça revient après. 2014. Mais là, ça arrête après. Parce que là, c'est sûr que là, il y a un meurtre. Son fils est accusé. Encore là, il y a des échos avec Memories à cause que là, on spot la personne avec une déficience. Ouais. Dans le fond, la mère qui va essayer de prouver son innocence quand tout le monde croit que c'est lui, la police, l'opinion publique. Ouais, tout le monde est là-dessus et elle est comme, ça se peut pas, ça se peut pas. Et après ça, c'est là d'où vient l'espèce de déchirement émotionnel, l'espèce de... Tu comprends son entêtement, elle a toujours défendu, elle veut le défendre, c'est son fils. Mais là, un moment donné, tu te dis, nous, comme spectateurs, on doute, on ne sait plus, mais elle, même à ce qu'elle veut douter. Puis là, c'est là que je vais commencer à être très... Lui, je veux vraiment rien révéler. Ouais, c'est ça, on va être flou volontairement. Mais moi, ce que j'ai marqué, manque d'humanité dans la société. C'est vraiment là où il y avait la critique de la société, je trouve, l'espèce de... C'est son film le plus émotionnel de part. On suit la mère qui est très investie et tu sens tout le monde autour dans une espèce de... On s'en fout. C'est une affaire qui m'a vraiment marqué et c'est là je trouvais sa critique qui était plus soft, mais qui est quand même là, tu sais. Ouais, c'est un bon dilemme moral vraiment intéressant. Puis moi, je l'ai vu la première fois, ça n'avait pas fait d'écho en moi tant que ça. On parlait justement d'attente. Je pensais que ça allait être quelque chose d'un peu plus OK, on a des preuves, on build quelque chose contre lui, tu sais, puis on arrive à un résultat, alors que c'est pas ça. Mais là, quand je l'ai réécouté pour une deuxième fois, je sais pas, ça a fait l'effet inverse. J'ai trippé. C'est bizarre, je connaissant la fin, connaissant un peu le déroulement, je me suis attardé à son visuel, à son trip Hitchcockien qui est très présent là-dedans aussi, là, de la manière de qu'est-ce qu'on révèle pas, puis ses choix de plan, son montage qui est plus subtil et tu disais c'est un de ses plus beaux dans l'émotion, mais visuellement aussi. Il y a des plans nouveau directeur photo, Hong Kyung Prio. Il a fait Snowpiercer et Parasite avec lui. Okay. Plus ça, j'ai l'impression que c'est ses trois plus beaux. Oui, c'est ça, exactement. C'est clairement ses plus beaux. Comme moi, ça a parti, la première shot, j'ai marqué splendide première shot. Oui. La mère dans le champ qui marche, dans le blé qui est très désaturé. Il y a comme une douceur, mais une mélancolie en partant parce qu'il manque de couleur. Oui, c'est ça. Elle est comme là, complètement fade, mais on comprend pas son émotion. C'est beau, puis elle danse, mais elle a l'air triste, puis c'est comme complètement weird. Tu fais comme, pourquoi qu'elle danse dans le champ? C'est magique. Puis sinon, c'est ça, à la fin, il y a beaucoup de belles shots, mais on dirait, là, je ne veux plus les dire. Mais le son, encore là. Oui, le son. Dans des scènes, il y a souvent très peu de couches de son. C'est très, très rare, mais il va y avoir les sons importants vont être là. C'est-à-dire, dès le départ, quand on voit, elle est dans sa shop, là, puis elle coupe, je sais pas trop, du blé ou en tout cas des herbes sèches avec un gros espèce de ciseaux comme à papier. Puis elle regarde, à ce moment-là, on ne sait même pas, elle regarde ce qui est son fils dehors. Fait que c'est vraiment, elle regarde son fils, elle travaille, mais on entend juste le schlac. On regarde, puis même dehors, là, il y a des chars, il y a du monde, on entend un peu, il y a un chien, on entend un peu le chien. Schlac. Il n'y a pas de son, tu sais, il met tout le temps l'emphase de même. Mais ce qui fait que ça te crée une tension, c'est le schlac qui est tellement fort, puis maintenant, on le sent qu'elle ne regarde plus. Ouais. Mais notre cerveau le sait. Comme que ses doigts sont proches. Oui, c'est ça. À mener les branches rapetissent, mais elle continue à ne pas regarder. Mais il crée le stress par le son. Oui, c'est vrai. Et ça, il va le faire souvent, que ce soit du stress ou pas, mais l'espèce d'isoler, de ne pas avoir 10 000 sons, d'être super sobre. Si vous écoutez ces films ou les réécoutez, prêtez attention à ça. Dans tous ces films, c'est le même. On va y aller avec Snowpiercer en 2013. Le premier que j'ai vu de lui. Évidemment, peut-être le plus... Connu, accessible, Captain America avec une hache. C'est malade. Ouais. Gros casting d'ailleurs pendant que tu en parles. Chris Evans, Jamie Bell, Tilda Swinton, Ed Harris, John Hurt, Octavia Spencer, Song Kang-ho qui est son acteur. Plus petit rôle, mais quand même très important. Oui. En drogué. Je vais te laisser y aller avec le synopsis. Oui, Snowpiercer, en fait, ça, je pense, c'est basé sur pas une BD, mais un roman graphique. Oui, français. Français, OK. Le transpersonnage. Le transpersonnage. Et là, on est dans un certain futur. Je pense pas que c'est une... 2032. 2032, OK. Mais en tout cas, c'est dans le futur. Et là, il y a un climat arctique, il y a un phoque écologique. Et c'est extrêmement glacé à l'extérieur. En fait, tout le monde est mort. Mais il y avait quelqu'un qui avait créé un train, qui avait fait ça avant. Lui, il avait vu voir ça venir, les changements climatiques. Il avait créé un train avec un chemin de fer qui fait le tour du monde.
On parle pas vraiment quand ça passe sur les océans. Mais il a construit ça. Il a construit ça. Mais c'est plus symbolique qu'autre chose. Et dans le fond, on a les survivants. Il y a du monde qui se sont pitchés dans ce train-là et le train fait le tour du monde. Et on a des gens qui habitent dedans. Évidemment, la critique sociale est très, très simple et c'est, je pense, qui a attiré Bong à cette histoire-là. Sûrement. On a un train, donc des wagons et évidemment, les pauvres sont en dernier et eux, ils travaillent à faire de la maintenance. Et en fond, on suit cette gang-là, la gang plus pauvre qui sont tannés de leurs conditions et qui veulent faire une rébellion et atteindre le début du train parce qu'ils veulent avoir le contrôle. C'est classique de même, tu sais. C'est classique. C'est pas subtil dans cette affaire-là, mais c'est pas agaçant. Non, parce que ça marche au bout. Ça marche au bout parce que il y a quelque chose de la BD, l'espèce de, même du jeu vidéo, des niveaux. On est sur une rail puis on avance. On avance et là, tu vas avancer de wagon, fait que tu avances de niveau. Puis c'est tout le temps un peu qu'est-ce qu'il y a dans le prochain wagon. Fait qu'il y a quelque chose de quand même intéressant d'avancer et je veux dire, il n'y a pas trop de spoiler dans l'idée il avance dans le train. Il ne peut pas faire autre chose que d'avancer. Fait que c'est de voir comment ça s'imbrique. Ouais. J'aime ça, les dystopies comme ça. Plus qu'un film de science-fiction dans l'espace avec un autre langage. Je sais pas, j'aime ça voir comment les humains peuvent s'adapter avec des nouveaux mœurs ou des nouvelles réalités. Comment ils vont s'unir ou se manger entre eux. C'est le fun. Écoute, il y a... Moi, j'avais vraiment trippé à l'époque. C'est pas son plus subtil, c'est pas son plus raffiné, mais c'est peut-être son plus faciles d'accès pour le grand public. Oui. Il y a tellement d'action. Puis même quand il n'y a pas d'action, c'est intéressant. Tu vois un nouveau wagon qui est tout le temps plus surprenant que l'autre d'avant, différent. Tu t'attends pas à ça parce que ça a son propre écosystème. C'est autosuffisant, évidemment. Personne ne sort de ce train-là. Puis ce que j'ai aimé, après l'avoir réécouté, je me disais... Les visions du mal, ça change. Il y a différentes échelles de mal, parce que le personnage principal... Mais ça part très blanc-noir au début, mais c'est ça avance plus. Il y a bien des nuances, exactement. T'as comme Tilda Swinton, qui est comme la porte-parole de tout ça, qui est magique, là, avec une prothèse dedans, comme dans ben de ses films. Ça marche au bout, qui finit par être un peu en otage et qui va un peu changer son fusil d'épaule, pas nécessairement, mais est moins evil qu'au départ. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le premier wagon, qui on va rencontrer, ça va être quoi la situation de vue de cet angle-là. Le personnage principal aussi a fait des trucs, même si c'est notre héros, Chris Evans, il a fait des trucs dans son passé de pas parfait. C'est ça, Captain America, mais il n'est pas clean. Il n'est pas clean, c'est ça. Mais il y a des affaires nice, Écoute, c'est un petit peu plus violent. Je pense qu'ils sont plus violents. Moi, j'ai aimé quand ils arrivent dans le train et que tu as toute une gang de monde avec des haches qui les attendent. Mais moi, il y avait quelque chose de... C'était comme un genre de... Tu vois ce que j'ai écrit? Un level up sur la scène du couloir de Old Boy, qui est de Park Chan-wook, un autre film coréen. Un autre film très coréen. L'espèce de... le gars qui arrive dans un couloir, mais là, le couloir, c'est le wagon, mais là, c'est comme... il y a une gang des haches. Il y avait comme un genre d'espèce de petit level up sur cette scène-là. Mais, puis tu sais, tu as cette critique-là, l'espèce de... Quand il arrive dans les trains, là, c'est comme des gardes de sécurité un peu fucked up. Cette espèce de bataille-là, j'ai regardé ça, puis tu fais comme, c'est comme une critique de genre, t'as les pauvres qui se battent contre les un petit peu moins pauvres. Oui, c'est ça. Pour avoir une place. Aussi aimeraient ça monter sûrement. Peut-être, mais qu'eux, leur place, c'était comme d'être là, puis ils l'acceptent, puis là, ils se battent entre eux pour Pourquoi? Pour essayer d'accéder à plus haut, mais... C'est que c'est souvent sa critique qui est là-dedans. C'est bien dosé, comme tu arrives d'un wagon, c'est de l'action, tu arrives dans l'autre, c'est de la douceur. Mais c'est beau, c'est complètement différent, mais le danger n'est jamais loin. Il y a tout le temps de quoi de vraiment cool. Vraiment intéressant. Voilà, on va accélérer un peu parce qu'il en reste deux. Okja, en 2017, la première fois qu'il a compétitionné à Cannes avec ce film-là, il a déjà allé pour un certain regard avec Mother. Donc, synopsis, écoute, on a une compagnie qui se dit environnementaliste, qui fait l'élevage, qui a créé des super cochons, des piglets, qu'ils appellent. Ils en ont
sont 26 qui ont envoyé dans des fermes à travers le monde pour qu'ils soient élevés avec la coutume de là-bas. Là, de chaque pays. De chaque pays. Et pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, ben nous, on arrive avec un en particulier, Okja, qui est élevé par une adolescente et son grand-père dans le fin fond de la Corée. Ils sont très proches, la petite fille et Okja, mais les Américains vont venir pour le tester, voir. Ils se disent, ben, c'est un super cochon, il est parfait. On va l'amener aux States, on va lui faire un concours de beauté, un truc pas clair, mais au final, on sait bien que c'est peut-être pas... C'est pas pour ça qu'ils veulent le revoir. Non. Donc, c'est une grande aventure, ce film-là, qu'on suit pour retrouver le cochon. On suit la petite fille, mais aussi un groupe de environnementalistes anarchiques, mené par Paul Dano. Il y a un bon casting aussi qu'on connaît là-dedans, là, américain, Jake Gyllenhaal, qui est très drôle. Tilda Swinton aussi vole la vedette pour le côté humour du film. Les autres, quand ils sont là, c'est quasiment un sketch. Là, dans les borders, le ton change. Le ton change énormément. Très divertissant, très bon, mais peut-être sont moins réussis dans les changements de ton. Puis là, c'est une critique, mais pour être piqué, dans le sens, tu sais, souvent dans les autres films, il y a quelque chose de plus, soit de plus doux, tu sais, dans l'espèce dont on passe de rire à quelque chose de plus dark. Là, on dirait que ça coupe un peu plus sec. C'est vrai. Mais c'est ma critique, là. Mais pour le reste, c'était quand même divertissant. C'est vraiment divertissant. C'est juste, c'est une critique qui est moins subtile. C'est pas dans ses plus subtils. L'espèce, la compagnie qui essaie de se vendre... c'est du marketing vert, l'espèce de nous autres, on est éco-friendly, on est ça. Mais il faut que quand la compagnie le dit, nous autres, on est correct, hein? Mais le monde capote. Oui, c'est vrai, vous êtes vert, mais finalement, on apprend qu'ils sont complètement tordus. C'est ça. C'est peut-être moins subtil, mais efficace. Drôle, facile d'accès avec Netflix. Évidemment. C'est peut-être un autre, avec Snowpiercer, c'est peut-être les deux pour les gens qui sont deux portes d'entrée à son univers, si vous voulez comme un peu voir, mais c'est peut-être pas lui qui va... Snowpiercer donnerait peut-être un meilleur aperçu que Okja, je pense. Pour le reste. Pour le reste. Oui, je suis d'accord. Malgré que Snowpiercer est plus violent que tout ce qu'il a fait, là, mais peut-être sur le ton, les changements d'attente, là. Lui, il est un petit peu plus classique, on dirait, dans ma tête. Là. Puis le CGI est vraiment réussi. Pas un fan, mais... comparé de Host. C'est ça. Il y a comme 10 ans entre les deux, plus que ça, mais là, c'est... Mais les moyens, c'est pas pareil nécessairement non plus. Le cochon, là, ça marche au bout. C'est toute une question. On s'en parlera dans 15 ans, là, mais je veux dire, non, je pense qu'on va quand même vivre bien. Souvent, le problème avec The Host, c'est je vais dire la peau. Là. La texture. Je sais pas comment dire la peau de la bébite, là, mais l'espèce de texture que souvent la lumière, c'est ça qui est weird. Comment elle prend la lumière. Mais ça fonctionne. Puis, parce que là, il filme vraiment dehors et des fois, c'est ça qui est dur de faire chuter la lumière sur quelque chose que tu crées par après. Mais quoi que de nos jours, c'est de moins en moins dur. Là. Ils ont des nouvelles techniques, mais ça fonctionne très, très bien de ce côté-là. Et là, on va terminer avec Parasite 2019. Écoute, c'est ça. Un moment qu'on a vécu ensemble. Exactement. mon baptême de Bong Joon-ho. Et je me rappelle très bien que c'était en 2019, en novembre, parce qu'il y avait des grands vents. C'était la fin de semaine de l'Halloween reporté, là. Ouais, c'est dans ce coin-là. Ouais, en tout cas, c'est dans cette semaine-là. Je me rappelle qu'on a manqué d'électricité à job. Puis on est retourné chacun chez nous. Parce qu'on travaille ensemble, ceux qui ne savent pas. Et on s'est écrit, hey, on va-tu au cinéma? Parce qu'il y avait de l'électricité solaire là-bas. Donc, on est allé, puis moi, j'en entendais parler à cause de Cannes. La Palme d'Or, oui. Mais pas plus que ça. J'ai aucune idée que j'allais voir. Là. Et j'ai été, ça m'a scié la banane. J'ai vraiment été sur le bout de mon siège pendant 2h15. Oui. J'ai arrêté de respirer pendant plusieurs moments, faut le dire. Et c'est le synopsis peut-être le plus mince de tous ces films. Oui, celui qu'on peut en dire le moins. On peut en dire le moins. C'est vraiment dur quand j'essaie d'en parler à des gens, d'essayer de leur dire écoute-les, c'est quoi l'histoire? C'est ça. C'est une famille un peu pauvre, en tout cas, qui essaie de trouver des job-ins, ici et là, pour essayer de s'en sortir. Et là, le fils de la famille se fait donner une passe à palette. Il y aurait une famille qui a besoin d'un tuteur en anglais.
Alors là, lui, il prend ce job-là et là, il se rend compte ils sont tous capables de faire rentrer un autre. Il fait rentrer sa sœur comme tuteur en art. Elle dit qu'elle fait de l'art-thérapie. Puis là, en fait, toute la famille va investir cette famille-là avec des jobs. En ne disant pas la vérité, non, ça, parce que leur identité, comme quoi sont reliés. La famille riche qui les engage, aucune idée. Aucune idée qui sont. Et c'est la base. Et à partir de là, c'est weird parce qu'on peut pas dire rien. Ouais. Et juste dire ça, c'est très plate. C'est comme une famille qui va pogner des jobs dans une famille riche. Mais il y a... c'est probablement son plus Hitchcockien dans l'approche, dans l'idée d'en dire le moins possible, d'en déjouer nos attentes de comme, OK, ils réussissent. Parce que on peut le dire, ça prend 50 minutes et toute la famille a un job dans la famille riche. Ouais. Et là, il reste 1h10. Et demie, quasiment. Oui, c'est ça. Ouais, c'est 2h12. Là. 2h, OK. Fait que tu dis, OK, on est à 50 minutes, ils ont tous une job. Qu'est-ce qui va mal se passer? Et il faut dire quand même que ce 50 minutes-là est divertissant. C'est pas comme... parce que c'est plate en l'expliquant, mais visuellement, c'est dynamique parce qu'il y a plusieurs semaines, mois, peut-être pas de mois, mais beaucoup de temps qui se passe. Tu sais, pas pour faire confiance à un nouveau qui rentre dans la famille. Faire rentrer quelqu'un d'autre. Exactement. Fait que c'est vraiment bien monté. Le montage là-dedans est super intéressant. Et à un moment donné, quelque chose va mal virer. Oui, on peut dire ça de même. Et on va le laisser ça là. Donc, c'est son plus gros twist. C'est peut-être... ça fait... Son changement de ton est le plus dramatique parce que, justement, ce 50 premières minutes-là, c'est drôle. Ouais. La famille est comique. Les 4 acteurs ensemble fonctionnent bien. Ils ont une dynamique spéciale. Quand ils se retrouvent entre eux, là aussi, chez eux, puis comment on va faire pour on va truquer un papier, on va t'écrire un texte, c'est cool, c'est drôle. C'est drôle, c'est funny, jusqu'à temps qu'il arrive le milieu du film. Ouais. Et là, le ton change. Et là, la tension embarque. Et on est dans le... C'est ça. Quand je voulais dire le trait Hitchcockien, c'est qu'une tension. Parce qu'il ne se passe pas 10 000 affaires, mais quand on comprend ce qui se cachait derrière ça, et là, c'est ça, on est sur le stress pour jusqu'à la fin du film. Il y a des moments qu'on ne respecte plus, comme tu disais. Ah oui, tu avais quoi noté 37 minutes? La scène du milieu, c'est ça. Il y a 50 minutes jusqu'à temps qu'elle ait une job, et là, il y a une scène au milieu. Ouais. Cette scène-là dure 37 minutes-ish, parce que ça se passe sur la même journée, même la même soirée. Oui, la même soirée. La même nuit. En fait, ça se passe sur un moment qui est un beat, et là, cette séquence-là de 37 minutes, c'est que du stress, que de la tension, que du jeu de caméra, de placement. C'est vraiment précis. Ouais. Et son cadrage là-dedans, il a pris une coche incroyable. Et... parce que je ne sais pas à quel point tu as remarqué, mais au début, tout est une question de ligne, de perspective, les escaliers, mais toute la maison est droite. Il y a des lignes partout, il y a des coupes drettes là. Ouais. On voit la madame riche, là, il y a des lignes qui brisent le cadre tout le temps, parce que toute la maison est lignée. Mais c'est un jeu de pouvoir, parce que jamais les personnes riches sont tout le temps séparées avec une ligne des personnes pauvres, donc les travailleurs. Mais il y a des moments où c'est quand la ligne commence à être brisée, que c'est là, quand les personnes qui sont supposées être de leur bord pauvre essaient de traverser, c'est à partir de là que ça se met à déraper. Et puis c'est vraiment un jeu de regarder ces lignes-là. C'est de toute beauté. Ouais, c'est un film qu'on peut analyser à l'infini. Les deux maisons, tu parlais de celle-là, mais tu as la leur aussi. Là, qui est dans un demi-sous-sol. Demi-sous-sol qui se fait inonder avec des barreaux dans les fenêtres. C'est tout croche. Ils habitent dans le bas de la ville. Eux sont en haut. Puis ils prennent un escalier. Pour monter, pour redescendre. C'est le changement de classe. C'est vraiment, je pense, son plus accompli. Pour ça, quand je voyais encore Memories of a Murder classé comme le meilleur film coréen, je suis comme Parasite. C'est magistral d'un bout à l'autre. Je veux dire, Memories, c'est vraiment, vraiment bon, mais ça n'a pas l'expertise, la maîtrise du médium.
raconter une une histoire. Il est plus spectaculaire aussi. Il y en a peut-être qui, des fois, ça peut agacer là, de trop en faire. Là. Ouais, mais des fois, il y a un côté fanboy de comment moi, j'ai vu Memories à l'époque. C'est le meilleur. Vraiment, regardez ça. Ici, ça peut, là, je parle pour l'ensemble de l'œuvre de Bong Joon-ho, mais ça peut vous ouvrir aussi au cinéma coréen en général. Cinéma sous-titré. Cinéma sous-titré. Encore plus. Là, vous avez le choix. Donc, ça peut vraiment valoir la peine. Et là, on va attendre son prochain film. Pour l'instant, il y a peu d'informations. On sait qu'il a écrit des trucs, qu'il va avoir un projet animé. Écoute, on sait pas. Il nous surprend tout le temps. Yes. Merci, Matt. Un plaisir.